Lundi dernier, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable le laboratoire Servier de tromperie aggravée et d'homicides involontaires dans le scandale du Mediator et l'a condamné à 2,7 millions d'euros d'amende. D'anciens cadres de l'entreprise ont également été condamnés à des amendes et pour certains de la prison avec sursis dans ce procès où 14 personnes physiques et 11 personnes morales étaient sur le banc des accusés. Parmi les personnes morales condamnées se trouve l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, jugée pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator. Elle devra s'acquitter de 303 000 euros d'amende, la peine maximale de 225 000 euros pour homicide et blessures involontaires par négligence, à laquelle s'ajoutent des peines d'amende contraventionnelles à hauteur de 78 000 euros. Rappelons que l'ANSM est censée veiller à l'absence de risque des médicaments bénéficiant d'une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Dans le même temps, certains médecins demandent l'arrêt de la vaccination par le vaccin AstraZeneca suite à plusieurs décès dus à des thromboses post-vaccinales. En Allemagne, ce vaccin est désormais suspendu pour les moins de 60 ans. Pour rassurer les utilisateurs, le laboratoire anglo-suédois a rebaptisé son vaccin Vaxzevria, c'est un peu compliqué à prononcer, sans toutefois en modifier la composition, ce qui prêterait à sourire si la vie des gens n'était pas en jeu. Servier, AstraZeneca, avez-vous encore confiance en l'industrie pharmaceutique? Et pour le moment, vous êtes 92,2% à dire non sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Sauveur Boukris, médecin, auteur du livre 10 000 morts sur ordonnance, publié au Cherche Midi et aujourd'hui expert auprès des victimes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Julie Vasselin, qui a été pendant plus de 25 ans visiteuse médicale pour des labos Schwarz, un laboratoire allemand qui a fermé depuis, et qui a écrit le livre Le quotidien d'une visiteuse médicale, publié chez l'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, Sauveur Boukris, comment expliquer que le Mediator ait pu continuer à être commercialisé jusqu'en 2009 alors que les premières révélations sur sa toxicité dans la revue Prescrire datent de 1997, 21 ans après le début de sa mise sur le marché en 1976? C'est tout l'enjeu et le problème de ce scandale. C'est parce que le laboratoire Servier avait positionné son produit Mediator pour un médicament contre le diabète. Mais en réalité, c'est un anorexigène, c'est-à-dire c'est un médicament qui faisait maigrir, et en maigrissant, vous réduisez la glycémie. C'est-à-dire qu'ils ont caché cette particularité de ce médicament, et les anorexigènes, ils entraînent parfois des maladies cardiaques, et en particulier le Mediator donnait des atteintes valvulaires. Et ça, dès les premiers temps, même en 95, un cardiologue avait signalé, c'est le docteur Chiche, avait déjà signalé en disant attention, moi j'observe des atteintes. Il a été intimidé, il a reçu des menaces en disant arrêtez de parler de ce problème-là. Bon, puis Prescrire a enfoncé le clou et a dit aux médecins qui lisaient la revue attention, faites attention, ce médicament peut être dangereux. Puis en 2003, le médicament était interdit en Italie. En 2005, il est interdit en Espagne. Et en France, il a fallu l'intervention de Irène Frachon, la pneumologue de Brest. Qui a fait le forcing et qui a pu interdire et commencer le procès. Ça veut dire que pendant des années, l'agence du médicament, les laboratoires Servier, certains cardiologues, tout le monde, plus ou moins... Tirer la sonnette d'alarme, savait la dangerosité, ou au moins, il fallait informer le public de la prudence à prescrire ce médicament. Mais malheureusement, les enjeux économiques étaient probablement supérieurs aux enjeux sanitaires, et on a laissé couler les choses. Deuxième chose, dans les agences du médicament, autrefois, mais maintenant les choses ont changé, heureusement, il y avait des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que les experts de l'agence du médicament étaient eux-mêmes consultants des laboratoires pour lesquels ils donnent des autorisations de mise sur le marché. Oui. On voit bien le mélange des genres. Le mélange des genres. Et tout ça fait que les ventes continuent, la dangerosité continue. Julie Vasselin, vous qui étiez visiteuse médicale à l'époque, je crois même que votre père était médecin, quand vous avez entendu l'affaire du Mediator exploser au visage de la France entière, est-ce que vous avez été surprise, que vous aviez eu des infos, et est-ce qu'il y avait des rumeurs qui couraient dans les labos que ce médicament ou d'autres étaient dangereux? Oui, bien sûr. Mais vous savez, il ne faut pas oublier que les laboratoires sont des commerçants. Dans un labo, on vous répète que vous êtes là pour faire de l'information, que vous n'êtes pas un vendeur, pas un représentant. Mais à part ça, on entend parler que du nombre de boîtes qu'on a vendues ou qu'on n'a pas vendues.
Le but d'un laboratoire, c'est de transformer le malade en consommateur. Il y a des achats de prescriptions, on va au restaurant, on va en voyage, il y a des enquêtes bidons, entre parenthèses, avec des cadeaux à la clé. Moi, je peux vous dire qu'on m'a rendu certaines de ces enquêtes. Bon, ce sont des petites enquêtes, sans conséquence. Mais on me les a rendues vierges parce que les médecins n'avaient pas le temps, parce que ça ne les intéressait pas. Ils prenaient le cadeau et ils me disaient, vous les remplirez. Ah oui, effectivement. Oui, on est pris comme des vaches à lait aussi, et les labos en sont responsables. Je me souviens d'un médecin, c'était un généraliste, qui s'était installé à Blois, il venait de s'installer. Donc, il m'a reçu, et avant d'avoir eu le temps de m'asseoir, il m'a dit, alors vous me payez quoi? Le bureau, la chaise, le fauteuil, la lampe? Moi, je lui ai répondu que je pouvais lui offrir que des livres et que, voilà. Et quand il m'a demandé si je reprenais rendez-vous, je lui ai dit non. Parce que vous savez, j'ai un comportement un petit peu différent, justement parce que mon père était médecin. Mon père était un précurseur, il ne recevait déjà pas la visite médicale. Par contre, il s'informait. Et il avait du mérite parce qu'il n'avait pas plus de temps que les médecins n'en ont actuellement, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il travaillait pendant la guerre, il n'avait pas le temps. Il était pratiquement le seul de son quartier à travailler. Il travaillait nuit et jour. Et quand j'ai commencé la visite médicale, il m'a donné 2 conseils. Il m'a dit, raconte pas n'importe quoi, parce que le patient, c'est le médecin qui le perdra. Il m'a dit aussi, moins on prend de médicaments, mieux on se porte. Mais quand il en faut, il faut vraiment le prendre, il faut suivre strictement les recommandations du médecin. Et je m'en suis toujours tenu à ça. Mais justement, Sauveur Boukris, vous avez entendu Julie Vasselin qui dit, le médecin, qu'est-ce que vous me payez? Il y a 10 ans, au début de l'affaire Servier, quelqu'un d'éminemment recommandable, le professeur Bernard Debré, qui nous a quittés il y a quelques mois, avait eu des mots très forts concernant Servier au journaliste qui lui posait la question corruption. Il avait répondu, je cite, vraisemblablement. Oui, eh ben écoutez, si je veux me permettre de parler de moi en quelques instants. Moi, j'ai été médecin généraliste pendant 30 ans et j'ai reçu les laboratoires. Et c'est vrai qu'à l'époque, surtout lorsqu'on est des gros prescripteurs, lorsqu'on est dans des quartiers populaires et qu'on prescrit beaucoup, on est très sollicité et on a des invitations à des voyages, on nous paye des livres, on nous paye des restos, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je dirais, la confiance s'établit. Et le visiteur médical, comme disait Julie Vasselin, c'est vrai que sur leur carte de visite, c'est marqué délégué à l'information médicale. En réalité, il n'y a pas d'information. Il y a le but de consommer toujours plus, vendre toujours plus, et les visiteurs médicaux, ils sont classés par rapport à leurs critères de vente. Et tout, en guillemets, tous les coups sont permis. Comment les labos font-ils pour savoir le nombre de ventes? Parce que vous envoyez pas, vous les médecins, à la fin de la journée au visiteur médical, à Julie Vasselin, non, voilà, j'ai prescrit tant de boîtes de trucs et tant de boîtes de machins. Eh ben, ils ont des sociétés qui sont spécialisées, qui scannent toutes les ordonnances que sont remises dans les pharmacies. Ah oui. Et ils savent, médecin par médecin, quartier par quartier, ce que... c'est Big Brother. Ah bah bien sûr. Attendez, il faut savoir que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie très puissante qui est probablement plus supérieure à l'industrie automobile, supérieure à l'industrie financière, et que le but de cette industrie, c'est de vendre toujours plus et surtout d'avoir un retour sur investissement. Bon. Deuxième chose, l'industrie pharmaceutique en 40 ans ou 50 ans a beaucoup changé. Au début, dans les années 45, lorsqu'il y a eu le début des laboratoires, l'industrie, les firmes pharmaceutiques étaient dirigées par des médecins ou des pharmaciens. Donc ils avaient une certaine éthique, et même Jacques Servier, il était pharmacien. Il y a eu d'autres laboratoires qui essayaient de concilier la médecine et les affaires. Et puis, dans les années 75, on est arrivé à voir une financiarisation des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que les industriels ont dit, nous, on veut une rentabilité de 5, 10, 15% de rentabilité. On veut le maximum de profit. Et du coup, on a remplacé les médecins ou les pharmaciens qui dirigeaient l'entreprise par des financiers, par des hommes d'affaires, qui, eux, considéraient le médicament comme un produit comme un autre, c'est-à-dire qu'on voyait des anciens directeurs, d'anciens PDG de supermarchés devenir PDG de labo. D'accord. Bon, voilà. Et donc,
Ils utilisent la visite médicale. Chaque promotion d'un médicament, c'est une opération commando. Il faut bien le dire. Hein. C'est-à-dire que sur le terrain, les visiteurs médicaux font un travail de sensibilisation et de consommation. Les leaders d'opinion, les professeurs de médecine sont payés pour animer des congrès, des réunions où on parle des effets positifs des médicaments. Voire même les font à la télé en disant pas qu'ils sont rémunérés par tel ou tel labo. Absolument. On l'a vu avec la crise du Covid. Alors, tout ça a changé. Il y a eu des réglementations, il y a des efforts de transparence, mais quand même, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui pousse à la consommation. Justement, Julie Vasselin, on a parlé de Bernard Debré qui parlait de corruption. Vous avez eu des mots quand même assez intéressants, très intéressants tout à l'heure. Comment expliquer la passivité de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament? Alors, il y a eu le Mediator, mais il n'y a pas eu que le Mediator, il y en a eu d'autres. Il y a eu le Distilben, il y a eu le Vioxx. Enfin, il y en a quand même eu beaucoup des scandales médicaux, la Dépakine, Patin Couffin. Et dans la même interview, Bernard Debré ajoutait, je cite, « L'Agence française de sécurité sanitaire, elle a un budget qui abonde les budgets, les laboratoires. Ce qui me gêne, c'est la présence des labos au sein de ces agences, c'est le fait que les laboratoires aient des liens extrêmement serrés avec des experts, donc il y a un conflit d'intérêts évident. » Vous l'avez vécu, vous, en tant que visiteuse médicale, le conflit d'intérêts pendant des années? Mais oui, bien sûr. Je me souviens d'un produit qui devait sortir et on nous avait dit non, il sortira pas. Et puis 15 jours plus tard, curieusement, il est sorti. Donc on suppose qu'au ministère, il s'est passé quelque chose. Voilà. D'accord. On laisse imaginer ce qu'est quelque chose. Sauveur Boucris, alors, oui. Moi, je vais vous dire. Donc, pendant des années, j'étais un médecin naïf, crédule. Je croyais qu'un médicament, lorsqu'il arrivait en pharmacie, il avait passé tous les contrôles et qu'on pouvait le prescrire, je dirais, les yeux fermés. Or, en principe, oui. Hein. C'est comment ? En principe, oui. En principe, oui. Mais en réalité, il y a des informations qui sont biaisées. Je vais vous donner un exemple. Et ce qui a été l'objet de mon revirement, il y a 10 ans, il y avait le produit Vioxx, qui est des laboratoires MSD. Et un lundi après-midi, il y a un patient qui vient à 14h et qui me dit « Docteur, vous avez failli me tuer ». Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Vous m'avez prescrit du Vioxx pour mes douleurs articulaires et puis j'ai vu à la télé que ce médicament était supprimé aux États-Unis parce qu'il entraînait des accidents vasculaires, il y a eu des milliers de morts. » Bon, franchement, je suis tombé de ma chaise et à partir de ce moment-là, je me suis dit... Parce que vous n'aviez pas eu l'info en France? Non, alors on n'a pas eu l'info. On nous présentait ce médicament comme un anti-inflammatoire, donc un médicament qui agit contre les douleurs articulaires, qui réduisait les effets secondaires gastro-intestinaux, mais on nous avait caché qu'il entraînait des accidents vasculaires. Et on avait des poussées d'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux. Il y avait même à ce moment-là des études, des experts qui nous disaient innocuité totale, baisse des effets secondaires, etc. J'en ai donné à des centaines de personnes. Voilà. Et jusqu'au jour où j'ai pris une claque, et ça a été la prise de conscience. Et à partir de ce moment-là, j'avais écrit un livre qui s'appelait ces médicaments qui nous rendent malades, où je raconte l'histoire du Vioxx. Et surtout, j'ai commencé à analyser tous les effets secondaires de toutes les classes thérapeutiques. Et je me suis rendu compte que bien souvent, l'industrie pharmaceutique minimisait, voire cachait, le nombre et la gravité de ces effets secondaires. Julie Vasselin, vous avez eu des cas, quand vous étiez visiteuse médicale, de médicaments, par exemple, dans votre labo ou dans d'autres, où on cachait des choses aux médecins? Non, pas du tout, et je vous prie de me croire, mais j'ai eu la chance d'être dans des petits labos qui n'avaient pas des moyens aussi énormes que chez Servier, par exemple, et en plus j'avais des vieux produits. Donc les vieux produits, l'avantage c'est qu'ils ont fait leurs preuves. Oui. Donc c'était pas mal. J'ai jamais eu ce souci. D'ailleurs, on était prié de faire remonter les infos s'il y avait un problème, mais j'ai jamais été obligé de le faire. Voilà. Bon, j'ai peut-être eu de la chance. Les temps ont changé. Les temps ont changé, malheureusement, les temps ont changé. Merci beaucoup à vous, Sauveur Boucris, médecin, auteur du livre 10 000 morts sur ordonnance, publié au Cherche Midi, ça vient de sortir. Vous êtes désormais expert auprès des victimes. Merci beaucoup, Julie Vasselin, auteur du livre Le quotidien d'une visiteuse médicale, qui raconte énormément de choses à l'intérieur. Il était sorti il y a quelques années, mais c'est très intéressant. Verdict sur Twitter, eh bien vous êtes 92,3% à ne plus avoir confiance en l'industrie pharmaceutique.